comment l'orientation sexuelle ou l'identité de genre influence un parcours d'émigration? Quelles sont les réalités, les difficultés des personnes qui fuient les persécutions dans leur pays d'origine pour demander l'asile en France? C'est seulement quelques questions dont on va parler aujourd'hui. Nous avons le plaisir de recevoir deux membres de l'ARDIS, c'est l'Association pour la reconnaissance des droits des personnes LGBTQIA+, à l'immigration et au séjour. Bonjour Makelia Touré, bienvenue. Bonjour. Bienvenue, au plaisir de te rencontrer en personne. Et Christophe Rouget, bienvenue. Bonjour, j'allais vous dire bienvenue à vous aussi. Mais voilà. C'est bien, tu m'aides dans mon travail. Je te remercie. Alors déjà, je commence pour quelque chose. Moi, quand j'ai invité Makelia et Christophe, je pensais qu'ils étaient tous les deux des salariés de l'ARDIS. Non, ils sont des bénévoles. Et en discutant aussi hors antenne, j'ai compris que vraiment, les bénévolats, c'est vraiment votre corps de métier. J'ai vraiment le bénévolat présent en personne, là, divisé en deux personnes. Effectivement, le bénévolat fait partie, pour moi, c'est une partie intégrante. Ça me permet d'être dans l'équilibre, en fait. J'ai mon boulot et je fais du bénévolat. Pour moi, c'est important, en fait. C'est ça. Oui, et puis l'association est une association militante. Du coup, elle s'est vraiment construite par des personnes concernées. D'abord, les couples binationaux. Et puis après, il y a eu des bénévoles qui se sont investis dans la demande d'asile. Et c'est vrai qu'en fait, à chaque fois, on dit qu'on est une soixantaine de bénévoles, tous pas investis au même endroit selon ses possibilités et tout. Mais c'est vrai que le 90% de la charge de travail repose sur les bénévoles. Sur les bénévoles. Voilà. Mais est-ce que, Christophe, tu pourrais un peu nous présenter encore un peu plus dans les détails l'association, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait, qui s'adresse à l'ARDIS? Je peux vous faire un petit topo historique, mais l'ARDIS, elle est née en 1998 au moment du Pax pour accompagner les couples binationaux quand il y avait une personne française avec une personne ressortissante étrangère, et c'était pour les accompagner dans l'obtention de papiers pour pouvoir les régulariser sur le territoire. Et à partir du moment où l'OFPRA a reconnu le groupe des personnes LGBT comme un groupe social pouvant demander l'asile et obtenir le statut de réfugié, eh bien, l'ARDIS s'est investi de la question et accompagne depuis 2023, depuis qu'on fait des statistiques, mais en 2023 et 2024, on a reçu entre 1000 et 1500 personnes par an, demandeurs et demandeuses d'asile, et qu'on accompagne soit individuellement, soit collectivement au sein de l'association. Voilà. Et toi, en particulier, tu fais quoi? C'est quoi ton activité de bénévolat? Alors, mon activité de bénévolat, elle ne cesse de changer. Justement, longtemps, on a pensé que j'étais salarié de l'ARDIS parce que je consacrais énormément de temps, parce que je le pouvais, en fait, à l'ARDIS. Mais je suis vraiment, la base, c'est l'accompagnement des personnes exilées. Mais j'ai longtemps participé aussi à toutes les instances, au conseil d'administration, à ce qu'on appelle le bureau asile, qui organise vraiment l'action sur l'accompagnement des demandeurs et demandeuses d'asile. Je suis aussi au pôle recrutement qui recrute les nouveaux et nouvelles bénévoles. Je les forme, je les accompagne dans leur montée en compétences dans l'association. Et l'une des choses aussi que je fais beaucoup depuis 4 ans, c'est la formation à l'extérieur, c'est-à-dire que l'ARDIS a développé tout un plan de formation pour que ce soit la formation des autres militants et militantes à travers la France, que ce soit les travailleurs sociaux qui sont en centre d'hébergement et qui accompagnent les demandeurs et demandeuses d'asile sur la demande d'asile, la formation des interprètes qui interviennent auprès des administrations de l'asile pour justement sensibiliser à la demande d'asile LGBTI. D'accord, merci beaucoup. On va rentrer dans plusieurs choses. Makelia, toi, tu as un parcours très particulier de bénéficiaire à bénévole de l'ARDIS. Effectivement, quand je suis arrivée en France, en 2022, je n'ai pas tout de suite demandé l'asile. Ma première préoccupation, c'était de me cacher. D'accord? Donc, j'étais cachée et c'est en 2023 je suis tombée malade et j'ai connu d'autres assos qui m'ont conduit, qui m'ont dit d'aller vers l'ARDIS vu mon histoire, vu mon orientation sexuelle. Et quand je suis arrivée à l'ARDIS, j'ai vu les bénévoles qui sont français. La majeure partie étaient français en ce temps, en 2024. Quand je les ai vus, j'ai dit,
des Français qui sont là, qui ne connaissent pas notre parcours, qui ne savent pas ce que nous traversons psychologiquement ni physiquement, mais qui sont prêts à nous aider, à nous montrer le chemin pour être régularisés sur les territoires. Je dis, si eux le font, pourquoi pas moi? Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'investir dans les activités de l'ARDIS. J'ai commencé à comprendre pourquoi ils le faisaient et à aider aussi mes frères, mes semblables, ceux qui venaient, qui avaient peur comme moi au départ. Et après ça, j'ai postulé pour le CA. Et c'est Christophe qui est là, qui m'a beaucoup aidé, il est toujours comme une épaule pour moi. Hein. Quand je suis perdue dans certaines choses, il est là pour me guider, pour me montrer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à siéger au conseil administratif de l'ARDIS. Et depuis là, j'ai commencé aussi à développer pour devenir bénévole accompagnant. D'accord. Là, je suis en phase de formation. Je n'ai pas encore fini parce que ça dépend du temps et tout. Et j'ai eu un rejet à l'OFPRA avant d'être au CA, au conseil administratif. C'est à la CNDA, Cour nationale des demandeurs d'asile. C'est là que j'ai été régularisée, statuée réfugiée. Et depuis que j'ai été statuée réfugiée, je peux dire que je vois le bout du tunnel. Oui. Au jour d'aujourd'hui. Parce que grâce à ça, je travaille, mais en même temps, j'ai le temps de faire mes activités à l'association, d'organiser les temps festifs, parce que moi, je suis beaucoup dans tout ce qui est festif, pour pouvoir emmener les personnes isolées à se retrouver en communauté, dans un cadre sécurisé, dans un cadre familial, au fait, pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Nous tous, on a à peu près c'est vrai, les parcours sont différents, mais on a tous le même objectif, c'est d'être régularisé et s'assumer en tant que LGBT. Ne pas fuir son identité sexuelle, ni son orientation sexuelle, au fait. C'est ça. Du coup, il y a aussi ce côté festif. Il a vous travaillez à l'ARDIS sur plusieurs aspects d'un parcours d'une personne qui arrive en France, qui se reconnaît LGBTQIA+. Oui. Mais pour parler déjà de la formation, parce que ça vous concerne les deux, toi, Macalia, en tant que tu es en train de te former à la formation, Christophe forme les personnes. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire, de votre point de vue différent, qu'est-ce qu'il y a de particulier qu'il faut savoir? Qu'est-ce que vous dites aux personnes qui sont dans ce parcours? Quel genre de sensibilité il faudrait avoir pour vous? La sensibilité qu'il faudrait avoir, c'est d'abord de comprendre. D'accord? De comprendre, de ne pas juger. Comprendre, ne pas juger. Et de dire à la personne qui vient vers vous que d'abord, c'est dans un cadre sécurisé. Il faut aussi la confiance. Mais en même temps, à l'ARDIS, nous avons notre charte. C'est-à-dire entre bénéficiaire et bénévole, pas de relation. Donc, dès que cette base, elle est mise, tout devient fluide au fait. Pas de relation, tu veux dire l'accompagnement, c'est pas un ami que tu es en train d'accompagner? Non, pas un ami, ni un compagnon, pas de relation sexuelle, ni d'échange financier. Non. Bien sûr. Pas ça. À l'ARDIS, on ne fait pas. Ça, c'est la base. Si cette base-là, elle est mise, la confiance vient, elle ne vient pas tout d'un coup, mais elle vient petit à petit. Et il faut montrer à la personne aussi qui vient que son histoire, chaque histoire, elle est différente. Et il faut faire comprendre à la personne que c'est son vécu, parce que ce n'est pas facile. Il faut savoir que lorsque on est immigré LGBT, on a pris l'habitude de ne pas se dévoiler. Quand il dit dévoiler, on a pris l'habitude de ne pas dire son orientation sexuelle. On a pris l'habitude de cacher. Donc, le fait que la personne va se dévoiler, il faut qu'il ait vraiment confiance en toi avant de parler, c'est ça. Oui, parce qu'après, il faut parler auprès de l'OFPRA. Il faut parler, du coup, face à l'administration. Et je pense que ça, c'est l'étape auquel vous préparez les personnes. Oui. En fait, c'est la grande question ubuesque de l'administration de l'asile, où les personnes LGBT doivent
alors nous, on dit pas prouver parce que c'est impossible de prouver son orientation sexuelle, mais de convaincre un officier ou des juges de notre orientation sexuelle ou identité de genre. Et donc, à chaque fois que j'ai tendance à dire ça à des gens qui ne connaissent rien à l'asile, les gens me regardent avec des yeux exorbitants en disant « Mais comment on fait concrètement ? Quels sont les sujets qu'on va aborder ?» Et du coup, je te rejoins, c'est de mettre un cadre sécurisant pour recueillir la parole des personnes. Et nous, je trouve qu'en tant que bénévole, en fait, accompagnant, ça nous met dans des situations de grande perversité, puisqu'en fait, on est obligé à la fois de recueillir la parole de la personne, de la sécuriser et aussi de lui dire que son parcours est le sien et qu'on la croit, et en même temps de se mettre dans la peau de l'officier ou des juges où il faut rentrer dans les cases et de dire alors là tu vois en fait je vois tout à fait ce que tu me racontes parce que en tant que personne LGBT, même si moi, j'ai vécu mon orientation sexuelle ici en France, mais il y a certaines choses sur lesquelles on va se comprendre plus facilement, où je comprends les non-dits ou ce qui n'est pas dit. Et du coup, moi, mon accompagnement, c'est de dire, en fait, là, il va falloir que tu parles de ces sujets-là. Et souvent, quand je dis aux travailleurs sociaux que je forme, et même aux bénévoles que je forme, c'est aussi de dire, souvent, les personnes, comme tu le dis, en fait, elles ont l'habitude de se cacher, de se camoufler. Et donc, elles continuent dans leurs paroles de se camoufler, de ne pas dire les choses. Et surtout, pour tout ce qui va concerner les stratégies de protection. Les personnes, quand on est une personne minorisée, très vite on apprend à se cacher, à mettre en place des choses qui vont nous protéger pendant tout le parcours de vie. Et quand on arrive en France et devant l'officier, faut dire tout ce qu'on met en place, sauf que toutes ces choses-là, elles sont devenues inconscientes. Et donc c'est la grande difficulté de dire, oui mais alors du coup, à ce moment-là, quand tu fais une rencontre avec un garçon ou une fille, à quoi tu étais attentif ? Qu'est-ce que tu faisais ? Et souvent, en fait, pour les personnes, c'est des choses complètement évidentes, mais il faut les nommer, il faut les dire pour convaincre l'OFPRA. Magali, est-ce que tu as envie de nous raconter un peu, si tu veux, comment ça s'est passé pour toi, ce passage vraiment de concrétiser, de sortir du fait, parce que la première chose que tu m'as dit, je suis arrivée en France, je me suis cachée. Oui. Mais là, tu ne te caches pas. Non, là, je ne me cache plus, je m'affiche maintenant. J'assume mon orientation. Vous voulez savoir quand je suis passée devant l'officier pour la première fois? Alors, pour la première fois, quand je suis passée devant l'officier, déjà, j'avais peur. Parce que je ne savais pas les questions, ça serait quoi? Sur quoi exactement? Ça serait sur mon parcours, mais pas, je ne m'attendais pas à certaines questions. Par exemple, quand l'officier me demande... je me rappelle, il m'avait posé la question de savoir quand j'avais des relations intimes avec ma petite amie du pays, comment je faisais, où j'allais. Pour moi, ça, c'était des questions vraiment, vraiment intimes que je ne dévoilais pas. Donc, quand il a dit, moi, je ne savais pas qu'il fallait donner des détails. Des détails, par exemple, la chambre était comment... quand on devait aller à la plage, c'était quelle plage? Il y avait du monde ou pas? Est-ce qu'on payait? Quand on payait, qui payait l'argent? En fait, tout ça, je ne savais pas qu'il fallait donner ces genres de détails. Et quand tu ne donnes pas ces genres de détails, ils doutent. Ils doutent. Même, je me rappelle quand j'ai donné l'extrait de naissance de mon enfant, ils m'ont demandé, mais ça m'a choqué aussi parce que l'officier me demande comment on fait un extrait de naissance dans ton pays. Je dis, mais on fait ça comme dans tous les pays. Il dit, comment? J'ai tiqué, je dis, c'est à la mairie. Moi et le père, nous sommes allés à la mairie pour faire l'extrait de naissance. Vous voyez, ce sont des questions, tu te dis, pourquoi il te pose ces questions? Mais plus tard, j'ai compris, étant bénévole, j'ai compris qu'il te pose ces questions-là pour avoir plus de détails et comprendre. Parce que oui, tu racontes ton histoire, mais la personne aussi imagine. Donc, si tu ne donnes pas de détails, de précision, ça ne donne pas au fait. Et moi, j'ai eu un rejet parce que je n'arrivais pas à parler, à rentrer dans les détails. Pour moi, c'est trop intime. Quelque chose que je n'ai pas l'habitude de dire, vous me demandez de dire, bien sûr. Je ne peux pas. Au fait. Et en plus, quelqu'un que je ne connais pas, que je vois pour la première fois. Donc, pour moi, je me suis braquée, au fait, quand il me posait ces questions-là.
Je me dis non, je ne vais pas lui donner des détails qu'il n'a pas à savoir ça. Et après, tu es retourné une deuxième fois où tu avais préparé ton entretien, j'imagine. Avec l'Ardis, tu l'avais préparé? Oui, c'est avec l'Ardis que j'ai préparé. En ce moment, c'était mon bénévole, c'était Christophe, parce qu'il y a plein de Christophe à l'Ardis. Hein. C'est un homme en code, en réalité. C'était Christophe Collier qui était mon bénévole, qui m'a préparé. Et il y avait des choses que je n'avais pas dit à l'officier d'OFPRA. Au fait. Mais Christophe Collier, je ne sais pas si c'était son expérience ou pas, mais quand il a vu mon histoire, quand il me posait des questions, je lui répondais. Là, j'avais confiance. Je lui donnais des détails, mais il y avait un point clé que j'avais décidé de ne plus jamais en parler. Quand je quittais le pays, j'ai dit j'en parle plus. Parce que c'était douloureux. Voilà, pour parce toi. que c'était douloureux. Me marier à quelqu'un que je ne veux pas, ça fait mal. Et que tu es seul, on te dit soit c'est ça, soit ben tu passes à la mort, ou soit on va t'empoisonner mais te battre. Donc pour moi, je ne voulais plus en parler. Mais Christophe a compris que je cachais quelque chose. Il m'a regardé, il m'a dit Ma, tu dis pas tout. Il y a quelque chose que tu caches. Va, rentre, réfléchis et reviens. Je suis rentrée. J'ai dit non, Christophe, je t'ai tout dit. Il dit non. Même mon avocat ne savait pas. Et quand je suis revenue, il m'a donné un deuxième rendez-vous, je suis revenue. Je lui ai dit, ben voilà ce que je cache. On m'a marié tant. Il m'a dit, tu as les preuves. Je lui ai montré la seule photo qui me restait de ce jour-là. Tu as dû montrer cette photo. Voilà, j'ai dû montrer cette photo. Et il m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas dit ça à l'officier? Parce que ça se voit qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a un point qui manque au fait. Tu n'as pas dit. Et je lui ai expliqué pourquoi je n'ai pas dit. Parce que ça, c'est, pour moi, c'est encore, même là, je ne me vois pas mariée au fait. Moi, dans ma tête, je ne suis pas mariée. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas, vous allez m'excuser du terme, mais je m'en fiche de tout ça au fait. Pour moi, je suis maquillée, je suis célibataire. Et en plus, c'était un mariage coutumier et tout, donc je considère même pas ça. Donc, quand Christophe a vu ça, il a appelé mon avocat, ils ont vu ensemble, et à la CNDA, les mêmes questions qu'il m'avait posées, pourquoi tu n'as pas dit, ils m'ont répété, j'ai expliqué comme je lui avais dit. Et c'est comme cela que j'ai été statuée, au fait. Parce que ça s'est compris pourquoi, à cause de la douleur et tout. Oui. Christophe, aussi à la lumière de ce que Macalia nous dit, on comprend que l'enjeu de ta formation, il y a quand même un côté psychologique très important. C'est ça, et c'est quoi aussi autre chose, ou comment tu arrives à développer ces côtés? Parce que c'est pas du tout évident aider quelqu'un à parler de choses très intimes face à un inconnu. On n'a vraiment pas envie, même pas sur torture, sincèrement. Oui. Mais en fait, c'est vraiment ubuesque, c'est-à-dire c'est une grosse difficulté. Les personnes ont passé toute leur vie à cacher leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, à la dissimuler. Et ici, arrivée en France, il faudrait qu'elle livre tout sur un plateau d'argent devant un officier qu'elle connaisse ni Nadan ni Dev lors d'un entretien qui dure parfois juste 1 heure avec une personne qui ne pose pas de questions. C'est-à-dire qu'un officier va poser des questions non orientées et très ouvertes et ne va pas aller creuser les informations. Mais c'est aussi tout un système, c'est-à-dire que l'OFPRA, ils doivent prendre des décisions à la chaîne et tout, ils n'ont pas le temps ils n'ont plus le temps de faire des entretiens approfondis. Et la grosse difficulté qu'on peut avoir, tu l'as dit, en fait, c'est en fait, il va falloir parler de l'OFPRA a interdiction de poser des questions sur l'intimité, mais sur la question LGBTQIA+, l'intimité se résume seulement à les relations sexuelles. L'OFPRA a interdiction de poser des questions sur les pratiques sexuelles. Il faut quand même que les personnes disent « là, j'ai une relation sexuelle », mais ne pas rentrer dans le film pornographique de la relation sexuelle. Et après, en fait, elles doivent livrer
leur histoire d'amour, pourquoi c'est cette personne qui m'a plu. Et je pense que tout à chacun, en fait, on peut essayer de se poser la question, tiens, c'est vrai, j'ai eu des histoires d'amour, mais pourquoi j'ai été amoureux de cette personne oui, bon, bah, elle a été belle, elle était gentille, j'étais à l'aise avec elle. Et en fait, ça, c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec les personnes, qui est très compliqué, c'est de sortir un peu de ces poncifs, parce que les officiers, les juges entendent ça tous les jours. Elle était belle, elle était gentille, j'étais à l'aise. Et donc, il faut aller au-delà de ça. Mais concrètement, moi-même, je me pose tous les jours la question, tiens, j'étais amoureux de cette personne, mais alors pourquoi ? Voilà. Et qu'on soit homosexuel ou hétéro, en fait, cette question, c'est c'est quelque chose de très intime. Qu'est-ce qui fait que tu as pu aller vers cette personne ? Comment vous êtes mis en couple, en relation ? C'est des choses... parce que ça se passe dans l'informel. Et d'ailleurs, moi-même, par le travail, en fait, je suis allé au Congo, à Pointe-Noire. Et lors d'une soirée où je m'y attendais pas du tout, il y a un monsieur qui est venu me parler. Et là, je me suis dit, oh là là, mais en fait, il est en train de me sonder pour savoir s'il peut être en confiance avec moi. Et donc, je me suis dit, en fait, il est homosexuel et il cherche à savoir si je suis homosexuel. Mais c'était dans une conversation au milieu de d'autres gens. Et si je vous dis juste que je l'ai compris avec sa question de comment tu te sens au Congo, cette question, elle ne veut rien dire. Enfin, soit elle n'est pas une preuve, mais dans sa manière de le dire, dans sa manière de me regarder, il l'a reposé une deuxième fois et en insistant un tout petit peu plus. En fait, c'est que de l'informel, en fait, c'est que du ressenti. Et ça, si on explique ça à un officier d'autant plus hétéro, et qui du coup ne sait pas par quoi ça peut passer les trucs informels, va pas en comprendre. Peut-être que oui. Et les juges, surtout les juges de la Cour nationale, déjà, c'est des juges aussi du tribunal administratif. On n'a aucune visibilité sur la formation qu'ils ont. Là, dernièrement, en fait, il y a eu des manifestations pour dire à quel point les juges pouvaient être sexistes, racistes et homophobes. On en voit toujours des juges qui posent des questions qui sont vraiment outrancières et les personnes doivent répondre. Voilà. Et du coup, votre travail à l'ARDIS, c'est vraiment essayer de sortir toutes ces choses qui sont de l'ordre de l'impalpable, en fait, de les rendre accessibles à une oreille administrative. Rien que dire cette phrase, ça me fait peur, parce que je trouve que c'est super difficile. En plus, il a le côté intime et le côté psychologique. Il y a un accompagnement psychologique à l'ARDIS, j'imagine. Oui, effectivement, c'est fait par le cas de Madame You, qui a son équipe, qui sont des, comment on dit ça, des salariés, mais qui aident tout ce qui est côté psychologique. Et eux aussi, ils font quand même, on peut dire, un gros boulot. Parce que pour que la personne puisse parler, même venir aux activités, c'est pas facile de venir aux activités et voir la communauté noire africaine qui est là, au fait. Il y a d'autres qui sont réticents. Ils se disent que quelqu'un va reconnaître et tout. Donc, tout ça, il faut déconstruire ça de la tête de la personne. Et Madame You et son équipe le font. Sans compter que nous aussi, nous les bénévoles, nous leur mettons aussi, nous leur disons, chacun vient pour ce qu'il sait. Mais l'ARDIS, en même temps, ça permet, dans ces cas, de se retrouver en convivialité. Il y a des couples qui se forment. Oui. Ah oui, il y a des gens qui se sont fiancés à l'ARDIS entre bénéficiaires. Et ça, nous sommes fiers parce que ça prouve que nous faisons un bon boulot. Oui, ça, c'est une réussite palpable. Voilà, oui, c'est ça. Et c'est vraiment ce qui donne envie de continuer. Voilà. Est-ce que vous avez des tips à donner aux gens qui nous écoutent, parce qu'il peut y avoir des gens qui nous écoutent, qui se trouvent justement dans ce parcours. Bon, bien sûr, l'objectif, c'est de rejoindre une association pour se faire aider et guider, de ne pas aller comme ça à l'OFPRA toute seule. Oui. Ça, c'est moi qui me permets de dire ça. Effectivement. Et vous, est-ce qu'il y a des choses déjà que vous pouvez dire déjà pour commencer à mettre la personne dans un état mental, parce qu'il faut vraiment se préparer. État mental, moi je dirais d'être fort. Psychologiquement, c'est pas facile de le dire ni de le faire. C'est facile de le dire, mais pas facile de le faire. Il faut être fort psychologiquement. Il faut se dire que devant l'officier, on le voit une fois. Et il faut dire
tout. Faut pas se cacher. Au niveau de l'orientation sexuelle, c'est vrai, on n'a pas l'habitude de parler. Mais il faut rentrer dans les détails. Il ne faut pas cacher certaines choses. Et j'aimerais interpeller, si vous me le permettez, la communauté. Il y a des gens qui font des histoires, vu que c'est son frère qui l'a accompagné ou sa soeur de la même communauté qui l'a aidé, pour dire, aide-moi à écrire une histoire. Donc, il ne peut pas dévoiler son orientation sexuelle. Mais devant l'officier, Il doit le faire. il doit le faire. Il doit dire, excusez, c'est telle personne qui m'a aidé à faire ça, mais voilà réellement pourquoi je demande l'asile. Et ça, ils peuvent le faire devant l'officier. Donc, ils n'aient pas peur, en fait. Et aussi, comme vous le dites, il faut être accompagné. Parce que dans tous les cas, ce n'est pas facile de parler. Il faut forcément, pour moi, je dirais, il faut forcément être accompagné. Pour moi, connaître un peu de base, pour avoir un peu de base devant l'officier, pour ne pas paniquer. Parce que quand l'officier pose des questions, tellement qu'on est paniqué, on peut dire certaines choses. On peut même sortir du contexte de la question que l'officier pose, au fait. Donc, tout ça, ça s'apprend. Mais tu pointes quelque chose de très juste. Nous, à l'ARDIS, on parle du double isolement des personnes migrantes LGBT, parce qu'une personne migrante, quand elle arrive sur le territoire français, elle est isolée par sa position ou situation administrative. Et quand elle est LGBT, comme en fait, sa seule solution pour essayer de s'en sortir sur le territoire, c'est de se tourner vers sa communauté du pays d'origine, eh bien là encore, elle doit continuer de se cacher. Et aussi, en fait, ça devient un business aussi, la demande d'asile. Et il y a plein de faux récits qui circulent. Et nous, on le voit tous les jours à l'ARDIS. Si j'ai un conseil à dire aux personnes, en tout cas, qui se sentent concernées en tant que personnes lesbiennes, gays, bi, trans, intersexes, si vous êtes un homme et que vous sentez que vous êtes attiré, que vous êtes aimé que vous aimez les garçons, que vous êtes une femme, que vous êtes attiré et que vous aimez les femmes, en fait, vous avez le droit de demander l'asile, vous avez le droit d'être protégé ici en France, et que si c'est des amis à vous qui vous disent voilà, prends cette histoire, mais que cette histoire n'est pas la tienne, ça ne sert à rien. Voilà. Il faut vraiment raconter votre histoire. Il n'y a pas besoin d'avoir... parce que souvent, on imagine que la demande d'asile, il faut quelque chose de très puissant et très fort pour dire en fait, je ne peux pas rentrer dans mon pays. Et donc, souvent, ce truc très fort, c'est que toute l'armée est après soi, tout le gouvernement est après soi. Mais en fait, il n'y a pas besoin de ce danger-là. Le danger, il peut venir de votre famille, il peut venir en fait du quartier dans lequel vous vivez, de votre communauté religieuse. Et là, je pointe aucune religion. Toutes les religions monothéistes interdisent l'homosexualité. Et après, même si vous n'avez pas vécu de persécution vis-à-vis de la police ou de la justice, c'est qu'est-ce que vous en savez et comment vous vous êtes prémunis, comment vous êtes protégé de ces persécutions-là. Et du coup, c'est de vous présenter devant l'officier et devant les juges en racontant votre histoire, en la vérité de votre histoire, le plus simplement possible et avec le plus d'authenticité. C'est extrêmement facile à dire et extrêmement difficile à faire, mais plus vous allez aller vers la vérité, plus vous allez raconter ce que vous avez vécu, votre point de vue, plus ça va convaincre les juges et l'officier. Mmh. Et vous avez vu des changements importants depuis la dernière loi Asile et Migration, c'est-à-dire nous en avons parlé souvent à l'émission de radio, on a essayé de décortiquer cette loi, mais est-ce qu'à l'ARDIS, les demandes d'asile se sont compliquées depuis la dernière loi Darmanin ou pas? Depuis la dernière loi Darmanin, oui, ça s'est compliqué. Puis là, avec le pacte européen qui est en train de sortir depuis... le 12 juin. Oui, qui s'est mis en application depuis la semaine dernière, qui a un grand flou parce que en fait, il sort tout par ordonnance. Donc, ça demande d'aller fouiller les textes. Donc là, moi-même...
ça prouve aussi notre fonctionnement, c'est-à-dire qu'on est un fonctionnement collectif de bénévoles collectifs. Et donc, moi, je suis un peu à la traîne là. Il faut que je prenne le temps de relire les fiches et tout pour me mettre à jour. Mais en fait, ça change quand même beaucoup de choses sur la procédure. Ça complexifie énormément les procédures. Ça raccourcit les délais. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus et surtout, tout ça est fait pour... et vraiment, c'est scandaleux d'enfermer les gens, de les renvoyer dans ce qu'on appelle d'autres pays, des pays tiers où la demande d'asile serait traitée. Bref, les gens deviennent de la marchandise, elles vont être concentrées dans des camps, voilà. Et il y a des personnes politiques qui disent que c'est des nouveaux tris de déportation, voilà. Donc voilà, moi personnellement, il faut que je me mette à jour sur tout ça, mais ça complexifie tout ça n'aide absolument pas les personnes migrantes à obtenir le statut, et en plus, ça ne va pas les empêcher de venir sur les territoires. Voilà. Tout à fait. Et vu que vous faites partie les deux du conseil d'administration de l'ARDIS, comment vous êtes dans ce moment historique où les associations perdent des financements de partout. On est tous à risque de mourir demain. Est-ce que vous vivez cette même situation? Oui, à l'ARDIS, on vit cette même situation. On a notre comptable, M. Pascal, que je fais un coucou. Là, on rentre dans les détails intimes. Hein? Oui, mais quand même qui essaye quand même de, comme on le dit, de tenir la barque. Oui. Okay? Mais ce n'est pas facile. Effectivement, les fonds qui sont coupés, qui sont réduits, ça stresse beaucoup parce que l'accompagnement, ce n'est pas que accompagner pour accompagner. Il faut aider la personne psychologiquement et tout ça. C'est des moyens financiers qu'on met en place pour pouvoir payer la psychologue, ainsi que les personnes qui accompagnent et tout. Ce n'est pas facile. En plus, comme vous avez bien fait comprendre, il faut du temps pour faire les choses. Oui, mais c'est vrai que là, on a introduit l'émission en disant que ça reposait beaucoup sur la force bénévole, mais je ne voudrais pas invisibiliser tout le travail des salariés, parce qu'on a 5 salariés à l'ARDIS, dont 4. Donc il y a You, Agnès, Paolé, qui sont psychologues à temps partiel. On a Isabella, qui est coordinatrice du pôle social et qui accompagne sur toutes les questions sociales les personnes, là où nous, bénévoles, on n'est pas compétents pour le faire. On a aussi Kevin qui accompagne les personnes dans l'insertion professionnelle, et là aussi ça sort de notre champ de compétences en tant que bénévole. On a aussi Fiona qui crée tous les modules de formation et qui après nous envoie former les gens. J'oublie quelqu'un? Lucille, qui est en service civique, effectivement, et qui nous aide à coordonner toute notre action et tout. Et donc, en fait, tout ça, ça a un coût. Et donc, il faut... on a, ces dernières années, en fait... et tout ça, c'est grâce à l'énergie bénévole. Et c'est souvent l'histoire d'une ou deux personnes au sein de l'association. Et donc, que toutes ces personnes qui ont participé à cette demande de subvention soient remerciées, parce que c'est un travail de malade, d'aller les chercher, de remplir les documents. Et c'est effectivement une vraie question, avec une vraie inquiétude de comment on peut préserver les financements qu'on a là, et en même temps d'anticiper les futures élections, d'être pleinement dans la vie politique actuelle, et de se dire mais comment on va faire, sachant que en fait le milieu associatif est à un cheveu de s'écrouler, et donc tout le monde se tourne vers les fonds privés, sauf que tout le monde se tourne vers les fonds privés disent on ne peut pas donner à tout le monde, voilà. Et que sur la question de l'immigration, c'est quand même une question qui est tellement au cœur des questions politiques aujourd'hui que beaucoup de fonds privés ne veulent pas soutenir l'action. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est des grosses difficultés. Et avant de finir cette rencontre avec vous, vous pouvez nous dire comment vous voyez, vous, dans les prochaines semaines, mois, années, votre rôle, votre travail de bénévolat, ou aussi dans votre vie personnelle. Nous, on est bien contents de le savoir. Je commence.
Non, mais c'est une très bonne question, je ne sais pas du tout. Moi, je me vois toujours à l'Ardis, parce que là, je viens de changer de métier professionnellement, un métier dans lequel je m'épanouis. Et c'est aussi grâce à l'Ardis que j'ai ce métier-là. Donc, je coordonne un centre LGBT à Nanterre et je suis très heureux de coordonner. Et donc, à court terme, j'ai envie à la fois que ce centre puisse s'envoler et prendre vraiment son assise. À l'Ardis, moi, là, cette année, je me suis concentré dans l'accompagnement des personnes congolaises, parce qu'on essaye aussi de faire par langue. Et ça, j'ai envie de pas m'impliquer plus, mais mieux, notamment avec... parce que depuis quelques années, en fait, il y a aussi cette chose que j'aime, c'est que l'Ardis est en train de prendre une direction qui me plaît assez, c'est-à-dire que c'est les personnes concernées qui deviennent à leur tour bénévoles et qui peuvent aussi accompagner leur père. Et ça, je trouve ça très vivifiant, parce qu'il y a des choses où, en tant que personne française blanche, en fait, j'ai pas connu le parcours, et donc il y a des choses, des impensés, des angles morts. Et où est-ce qu'on se voit et après, je suis pas forcément optimiste. Je sens qu'il va falloir batailler, ferrailler, et peut-être aussi se préparer à ce que l'Ardis soit dans les années à venir, selon les élections, où la présence policière vienne à l'Ardis pour venir faire des contrôles, que notre fonction de bénévole accompagnant soit aussi remis en question et peut-être criminalisée, alors que l'un des fondements de la France, c'est quand même la solidarité, et on ne fait que de la solidarité. Voilà. Merci Christophe. Moi, dans quelques années, comment je me vois, toujours à l'Ardis, comme Christophe, mais plus peut-être coprésidente ou vice-présidente. Wow. Peut-être. Mais aussi, dans l'avenir, je vais essayer de pouvoir former nos institutions, quand il dit institutions françaises bien sûr, sur la question des droits LGBT. C'est-à-dire, pourquoi pas les parlements, pourquoi pas même les vice-présidents, leur former sur ça, pour qu'ils puissent comprendre au fait. Qu'ils ne se disent pas que tout le monde vient ici demander l'asile et tout. Non. Il faut qu'ils sachent pourquoi on quitte le pays, notre pays d'origine. Dans quelles conditions nous la quittons. Parce que si ceux qui sont au Parlement, c'est eux qui votent les lois, c'est eux qui prennent les décisions. S'ils ne sont pas formés sur ça, que ce soit les partis politiques et tout, pour moi, il faut une formation pour qu'ils puissent comprendre. Donc, pour moi, dans l'avenir, ça sera ça mon point fort, de pouvoir, eux, les former, l'Ardis puisse les former pour qu'ils puissent comprendre tous ces questionnements. Et aussi, dans l'avenir, vu que je veux faire mon métier d'amour que j'aime, c'est le corps médical, pourquoi pas former les bénéficiaires sur certains points, sur la santé sexuelle, en partenariat avec Arimedia. Mais je veux créer un truc aussi Ardis avec nos bénéficiaires sur ce point-là. Ça me trottine aussi l'idée de le faire à l'Ardis, au fait. Beaucoup de projets, c'est très bien. Je vous remercie vraiment énormément de votre participation aujourd'hui. Merci Christophe, merci Macaria. Merci à toi. À bientôt, j'espère. À bientôt. À bientôt.